L'Arctique, une terre d'enjeux géopolitiques, c'est la question que nous allons nous poser aujourd'hui. Cette partie du monde revient en effet sur le devant de la scène géopolitique, alors qu'elle a été jusque-là plutôt préservée des tensions dans les relations internationales. Cette question, on peut la dédoubler d'une certaine façon et se demander s'il y a effectivement une évolution de cette région arctique qui amène à une modification de la géopolitique, ou si c'est une transformation des perceptions géopolitiques qui conduisent à un intérêt nouveau pour l'Arctique. Et pour résoudre cette double équation, nous retrouvons Fabrice Ravel. Fabrice, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous l'aurez compris, on va essayer de voir si c'est l'Arctique qui s'est transformé ou si c'est la géopolitique qui a changé. Mais avant toute chose, ce qu'on fait souvent dans nos séances de rendez-vous de la géopolitique, c'est qu'on fait un point. On est là face à une entité ou une région qui est, disons, assez complexe et dont on a du mal à voir ce qu'elle recouvre exactement. Est-ce que vous pourriez nous éclairer ? Oui, alors là, évidemment, le fait de commencer par une définition, une compréhension du terme de l'Arctique, ou le fait d'essayer de circonscrire à quoi correspondrait ce terme d'un point de vue géographique, est d'autant plus indispensable que, comme on va s'en rendre rapidement compte, la notion reste quand même assez vague, pour ne pas dire floue, et que d'ailleurs, il y a plusieurs interprétations qui en sont possibles. Globalement, on se retrouve sur une notion, bien sûr, qui est basée sur l'océan Arctique, avec l'ensemble des territoires qui y seraient liés, c'est-à-dire qu'on a une estimation d'une surface qui serait à peu près de 21 millions de kilomètres carrés, mais il y a plusieurs définitions qui se complètent, mais parfois se nuancent, pour ne pas dire s'opposent. Je pense que pour essayer de mieux percevoir la notion d'Arctique, ce qui est intéressant, ce serait peut-être d'essayer de décliner les 8 pays qui sont limitrophes à cette zone ou considérés comme tels. On a le Canada, on a la Finlande, on a l'Islande, on a la Norvège, on a la Russie, la Suède, et puis après, par l'intermédiaire de l'Alaska, on a les États-Unis, et par l'intermédiaire du Groenland, on a le Danemark. D'ailleurs, depuis 1996, ces 8 États sont membres d'un Conseil de l'Arctique. Mais là, encore faut-il faire remarquer que c'est un conseil, c'est assez intéressant, en plus dans le cadre des relations internationales, d'imaginer que la Russie est membre de ce conseil. Mais enfin, c'est un conseil qui est totalement dénué de toute autorité supranationale, qui n'a pas d'organe, j'ai presque envie de dire coercitif, ou qui pourrait imposer une réglementation. Et on est plus dans le cadre d'échanges informels, il faut être honnête, que dans quelque chose de très très concret. Puis, il y a peut-être un dernier point qui est intéressant à souligner, parce que c'est trop oublié par contre, c'est quand même une partie du monde, parce que là, je surenchéris sur nos propos précédents, l'ONU ne reconnaît même pas l'Arctique comme une région. Bon. Et c'est même pas totalement clairement défini en droit international, géographique. Donc, on a quand même une zone dans laquelle il y a des populations. Ça, je pense que c'est trop oublié, parce que souvent, dans une projection ou dans un imaginaire, on a l'impression qu'on est sur des terres inhabitées ou vierges vers lesquelles il suffirait de se projeter, ce qui n'est pas le cas. Mais enfin, à l'écoute de tout ce qu'on vient de dire, on se rend bien compte spontanément qu'il n'y a quand même pas de raison spontanée pour que l'Arctique devienne tout d'un coup ou soudainement une terre d'enjeux géopolitiques majeurs. Et pourtant... Oui, à vous écouter, on pourrait penser qu'il s'agit davantage d'un engouement médiatique qui est aussi lié à des préoccupations écologiques comme la fonte des glaces. Il y a dans ce cas l'idée qu'on serait face à une passion passagère et qu'on reviendra au vrai sujet géopolitique derrière. Oui, alors c'est d'autant plus juste que si on regarde un blog qui a été fait par Madame Heather Exnott-Pirot, dont je précise que c'est l'une des plus grandes chercheuses sur les questions de l'Arctique et qu'elle travaille dans le cadre d'un institut canadien, c'est assez piquant. Elle a fait un blog en décembre 2018, Olivier, dans lequel on va sentir certainement qu'il y a une pointe d'ironie, mais qu'il y a surtout une pointe de sarcasme et d'agacement. C'est-à-dire qu'en réalité, elle a préparé un blog, tenez-vous bien, pour expliquer aux journalistes comment faire un article sur l'Arctique. Parce qu'elle dit, bon, je pense que certainement agacée par le nombre de consultations qu'elle a sur ce sujet et voyant à quels articles on aboutit, elle dit, vous voulez faire un article à succès, c'est pas compliqué. D'abord, vous parlez de l'Arctique. Vous n'oubliez pas de mentionner que c'est forcément des logiques de développement durable ou d'environnement qui amènent
l'intérêt sur l'article. Ensuite, vous vous efforcez de montrer à quel point les Russes et les Chinois arrivent de façon massive, bien sûr, généralement de façon hostile. Vous n'oubliez pas, dans un troisième temps, de faire miroiter l'immensité des ressources telles qu'on peut les imaginer dans l'article. Surtout, vous montrez bien une carte en mettant tous les points des bases russes et chinoises, même celles qui sont abandonnées et même celles qui sont scientifiques et pas militaires. Et puis enfin, elle surenchérit en disant, vous n'oubliez pas de dire qu'il y a un immense paradoxe, car bien sûr, le réchauffement climatique va faciliter l'accès sur l'Arctique et qu'en allant prendre les hydrocarbures, on va accélérer ce réchauffement climatique, ce qui va évidemment nous amener dans une situation totalement tragique. Et elle rajoute, si vous cherchez un titre, vous avez qu'à mettre le retour de la guerre froide et surtout n'oubliez pas de mettre une photo d'un soldat en uniforme polaire et de préférence avec un drapeau russe, ça sera parfait, vous aurez énormément de vues ou énormément de clics. Donc là, on sent bien, tout de suite, rien qu'en écoutant les propos de notre chercheuse, qui est encore une fois une de celles qui est la plus habituée à en parler, qu'on est bien effectivement sur un effet de mode. Et la synthèse est très claire. La perception qu'on en a, c'est vrai, depuis plusieurs années, c'est que donc, on aura un réchauffement climatique qui s'accélère terriblement, donc on a une fonte des glaces. Cette fonte des glaces amène des nouveaux passages. Ces nouveaux passages font arriver toutes les grandes puissances qui veulent absolument piller toutes les ressources de l'Arctique et qui donc sont amenées à se disputer. Et donc l'Arctique amène à la guerre. Bon. Et c'est assez intéressant de voir que dans certains produits culturels, parmi les plus intéressants, je pense notamment à Borgen à la saison 4, qui est une excellente série par ailleurs, Olivier. C'est assez intéressant de souligner que c'est exactement la trame de toute la saison, puisqu'on a la ministre des Affaires étrangères, qui est jouée par ce personnage exceptionnel, Birgit Nyborg, qui justement, avec le temps, alors qu'elle était écologiste au départ, devient cynique, et qui est confrontée au fait qu'on découvre des immenses gisements de pétrole au Groenland, voilà, que donc tout d'un coup, les Américains, les Chinois et les Russes commencent à s'en occuper, et que donc le Danemark est en train d'essayer d'éviter que de se laisser emprisonner dans ce jeu complexe, tout en essayant de récupérer un certain nombre du volume des hydrocarbures pour augmenter le budget danois, tout en essayant de maintenir sa tutelle sur les populations inuites qui sont au Groenland. Donc cette saison 4 de Borgen s'inscrit totalement dans cette grille de lecture. Alors il n'en reste pas moins vrai qu'il y a quand même un certain nombre de paramètres qui, sans les pousser autant à l'extrême, ne sont pas inintéressants d'un point de vue géopolitique. Oui, justement, là on a peut-être énuméré tout ce qui faisait les gros traits qui font l'actualité, mais maintenant essayons de rentrer dans le détail. Il y a quand même des raisons très concrètes qui font que l'Arctique se trouve au cœur de la réflexion géopolitique. Il y a des tensions qui existent. Oui, alors c'est-à-dire que là, il y a deux aspects, me semble-t-il, à énoncer dans un premier temps, et après, on verra peut-être comment mieux les apprécier. Il est clair que d'après toutes les études qui sont faites, depuis à peu près sur les 40-45 dernières années, la zone de l'Arctique dans le monde est une zone qui subit un réchauffement climatique dont il est estimé qu'il est 2 à 4 fois supérieur à ce qu'il est par ailleurs sur le reste de la planète. Donc ça, c'est considérable. Et là, on voit bien qu'il y a une conséquence immédiate à ça, c'est qu'il y a effectivement une fonte de la banquise estivale. Alors là, il faut bien comprendre ce dont on parle. Ça veut dire qu'on aurait un prolongement ou une augmentation d'un certain nombre de passages qui sont en train de se pérenniser, parce qu'au lieu de les avoir uniquement sur 2 mois, on les aurait sur 4 à 5, ce qui rend beaucoup plus facile le fait de rentrer dans cette zone ou de passer par cette zone par ailleurs. Mais il faut quand même insister sur un point, l'idée que la banquise ou la banquise arctique disparaîtrait complètement pendant 12 mois, celle-là, elle est réfutée par tous les grands spécialistes. C'est bien la banquise estivale qui serait amenée à disparaître, avec un temps qui se prolongerait de sa disparition, et donc une remise en place pendant l'hiver qui serait plus longue. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on voit bien qu'on est un peu plus dans la nuance par rapport à toutes les perceptions qu'on a dites. Après, en termes d'événements internationaux, c'est vrai qu'il y a quand même un certain nombre d'événements qui ne sont pas inintéressants. D'abord, en 2007, il y a eu une expédition russe dont la prétention était d'essayer d'apporter des éléments de preuve supplémentaires, comme quoi la Russie devait être plus reconnue en termes d'autorité politique légitime sur l'Arctique, et que d'ailleurs, les Russes en ont profité pour... Ça a fait beaucoup d'images chocs à l'époque, de planter un drapeau russe en titane complètement au fin fond de la mer pour montrer que c'était un territoire russe. Bon. Ensuite, en 2018,
la Chine, à travers différentes revendications sur un certain nombre de traités internationaux, dont certains sont assez anciens, la Chine a la prétention d'ouvrir toujours davantage les routes de la soie, et notamment vers l'Arctique. Et puis on a en 2019 le précédent président des États-Unis, Donald Trump, qui a carrément fait la proposition un peu étonnante, on va pas dire farfelue, que de racheter le Groenland au Danemark, proposition qui a été repoussée, on va dire, plus ou moins aimablement par le Danemark, ce qui a amené d'ailleurs Donald Trump à annuler sa visite officielle là-bas. Et enfin, on a la Norvège qui également est en train de mettre un certain nombre de revendications territoriales dans la zone par rapport à un certain nombre de métaux rares ou de métaux précieux. Donc là, on voit bien qu'il y a quand même une sorte d'intérêt qui a l'air de monter. Ceci étant, si on reprend les propos, cette fois-ci plus sérieux d'analyse de la chercheuse qu'on évoquait précédemment, Heather Exnet-Pirot, il y a quelques nuances aussi là qu'il faut apporter par rapport à tout ça. D'abord parce qu'elle commence par faire remarquer qu'on ne comprend pas pourquoi les Russes partiraient dans une offensive dans un monde où la moitié du territoire leur appartient. Première remarque. Deuxième remarque, de faire remarquer que les coûts d'investissement et les difficultés climatiques à l'heure actuelle sont quand même telles que pratiquement pour ouvrir une mine ou pour ouvrir un lieu d'utilisation des ressources locales, il faut pratiquement 16 à 20 ans. Et après, il y a une autre analyse qu'elle continue à faire quand elle poursuit sa réflexion qui n'est pas inintéressante, parce que là, ça amène nos étudiants, nos auditeurs à toujours faire attention aux statistiques, les formes les plus allorées du mensonge, on est bien tenté de le dire en sciences politiques, parce qu'on dit, bon, si on prend par exemple le chiffre de 2017, il apparaît qu'en 2017, le nombre de transports ou le trafic maritime aura augmenté de 80% en Arctique. Alors évidemment, on dit comme ça ne semble que corroborer l'appréhension un petit peu craintive de tous les faits les plus fantastiques qu'on avait évoqués. Mais elle relativise en disant, ceci étant, en valeur absolue, ça fait 27 transports dans l'année. Donc 27 transports dans l'année, on arrive sur des portions totalement congrues, et elle utilise comme quatrième argument, un argument qui est aussi intéressant, parce qu'elle dit, oui, on met souvent en avant le fait que la Russie a des réclamations importantes sur le plateau continental arctique, de rajouter après tout en suspension, comme 79 autres États, à travers les droits internationaux, les conventions internationales, des droits de la mer. Donc on voit bien qu'il y a un certain nombre de paramètres climatiques et géopolitiques, mais qu'il faut quand même totalement les ramener à raison ou les remesurer à juste titre. Et d'ailleurs, si on prolonge notre raisonnement, il y a un certain nombre de points qui ne sont pas inintéressants. D'abord, pour être totalement transparent, toute activité, qu'elle soit de transport, qu'elle soit économique, de recherche de matières premières, ou même militaire ou de combat, en réalité est totalement difficile. Et plus que difficile, ça relève plus de l'exploit sportif que de la capacité à véritablement mettre une action humaine à grande échelle. Et pour s'en convaincre davantage, il suffit de reprendre un ouvrage de Louis Clerc, qui est La Finlande dans la Seconde Guerre mondiale. Et pourquoi penser à cet ouvrage ? Parce qu'en réalité, quand on voit les combats que la Finlande a dû mener dans la fameuse guerre d'hiver entre automne 1939 et mars 1940, entre la Finlande et l'Union soviétique, puis la reprise des combats quand l'Allemagne a déclenché l'opération Barbarossa le 22 juin 1941, on voit bien qu'il y a toute une partie du front où justement les combats sont tout simplement très très difficiles de par la rigueur exceptionnelle du climat tel qu'il y règne. Donc on voit bien là, et on est sur la frontière finno-soviétique, on voit bien là quand même que ça limite énormément la situation. Donc en fait, le vrai changement, serait-on en train de dire, c'est un changement qui est apporté par la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Parce qu'avec ce changement-là, la Suède et la Finlande qu'on évoquait précédemment sont en train de rentrer à l'OTAN, ce qui veut dire que dans cette zone de l'Arctique, ça va rendre beaucoup plus difficile à la Russie l'accès de l'Arctique et ça va beaucoup plus l'insérer. Enfin, dernier point, la tension géopolitique n'est pas aussi nouvelle que ça. Parce qu'en pleine période de guerre froide, les Américains avaient installé un certain nombre de bases avancées, qui étaient des bases de détection. Et ces bases de détection avaient pour objet que d'essayer de déceler le plus rapidement possible tout vol d'aviation, ou plus grave, tout vol de missiles nucléaires. Et donc, on était dans un système d'alerte. On voit bien à ce qu'on est en train de dire qu'il faut donc avoir une
grille de lecture plus pondérée que celle qu'on, globalement, les médias nous en proposent. Ceci étant, ce qui peut peut-être être intéressant, c'est que l'article peut nous conduire à un certain nombre de raisonnements et de compréhensions sur la géopolitique elle-même. Oui, parce que dans les deux derniers points que vous venez d'évoquer, déjà on n'est plus dans le contexte de la guerre froide, mais un autre contexte géopolitique sur lequel on va revenir, je pense, le contexte de la guerre en Ukraine avec le repositionnement de certains États qui sont limitrophes ou du moins proches de ces États russes et aussi de cette entité régionale qu'est l'Arctique. Donc il y a des repositionnements qui s'opèrent. C'est un mouvement global de tectonique. Est-ce qu'on est dans une dynamique nouvelle géopolitique qui a un impact et un effet sur l'Arctique? Mais il y a une chose dont je pense aujourd'hui paraît assez relativement évidente à tout le monde. On est dans un monde géopolitique dont la tension ne cesse de croître et de s'accroître. On le voit bien. D'ailleurs, il suffit de reprendre toutes nos thématiques sur cette année ou les saisons précédentes pour s'en convaincre davantage. Et donc là, on a envie de dire que l'Arctique, comme toutes les autres parties du monde, est emporté par cette dynamique géopolitique. Et on voit bien, si vous me permettez, je pense à trois choses en particulier, il y en aurait tant d'autres. On voit bien qu'il y a une exaspération croissante des tensions ou des rivalités entre la Chine et les États-Unis d'une part, qu'il y a la guerre entre la Russie et l'Ukraine d'autre part, et puis qu'il y a la volonté de beaucoup de pays, c'est peut-être un point sur lequel on reviendra dans la conclusion de nos propos, que d'avoir une importance plus importante en géopolitique, et ce n'est pas la séance précédente ou une des séances précédentes qu'on a fait sur les BRICS qui contradira le fait que l'Inde et que d'autres puissances, comme le Brésil, cherchent aussi à avoir leur place. Donc là, on a le sentiment surtout que tous ces événements qui se développent, plus que de montrer une spécificité sur l'Arctique, montrent surtout que l'Arctique, comme les autres territoires géopolitiques, est en train, encore une fois, d'être emporté par une dynamique géopolitique dans laquelle on sent bien que les tensions sont plus présentes et plus vivaces. Alors justement, on pourrait essayer de voir quelles sont les logiques qui sont mises en avant au niveau géopolitique par la situation de l'Arctique, et à commencer par la question du contrôle et la maîtrise des matières premières. J'ai appelé cette logique le réflexe Avatar. Souvent en cours, comme les étudiants me soumettent ces logiques parce qu'on sent qu'ils sont poussés, on a beaucoup d'écrits notamment là-dessus. Pour moi, le réflexe Avatar, c'est l'idée qui consiste à résumer, pour ne pas dire restreindre ou réduire la géopolitique à un simple combat pour les matières premières, ce qui est évidemment une grille de lecture dont on pourra qualifier le fait qu'elle est à minimum manichéenne. Car si vous me permettez, les hommes trouvent toujours énormément de logique pour se faire la guerre, n'est-ce pas? Alors, remettons peut-être le film Avatar très rapidement en situation. L'idée qu'elle était telle dans le concept que je cherche à mettre en place, c'est qu'on part à l'assaut d'une planète entière, figurez-vous Olivier, juste pour aller conquérir une matière première. Enfin, je veux dire, ça c'est quand même un objectif de guerre qui est assez limité. Et d'ailleurs, plus sérieusement maintenant, si on sort de ce concept, mais je trouve qu'il a l'intérêt que de mettre en évidence quand même quelque chose qui est excessif. Si on reprend la guerre en Irak en 2003, c'est un sujet qu'on a traité récemment, on voit bien qu'il y a énormément de raisons qui amènent à ce conflit. Je n'ai pas dit qu'il le justifie. Et qu'il ne s'agit pas du tout, pour les Américains, contrairement à ce que souvent on entend, j'ai envie de dire, sorte de faribole répétée, d'aller contrôler le pétrole en Irak. D'ailleurs, si on s'arrêtait un instant sur le raisonnement, on se demande bien pourquoi on irait bombarder un pays et détruire l'ensemble de sa logistique pendant 6 mois pour ensuite avoir accès uniquement à ses matières premières. Si on appliquait l'art de la guerre de Sun Tzu, on se rendrait bien compte qu'il serait plus facile quand même de négocier avec le gouvernement en place. Je rappelle qu'à l'époque, c'était Saddam Hussein, surtout pour éviter une anarchie politique qui ne peut que rendre plus difficile l'exploitation des matières premières. Et il y a encore une fois à nous resituer par rapport à notre séance sur l'Irak. Et puis, il y a un autre ouvrage qui devrait nous amener à cette réflexion-là, c'est Naissance et déclin des grandes puissances de Paul Kennedy. Parce que ça, c'est quelque chose dont je trouve que c'est pas assez mis en avant en géopolitique. Dans la deuxième partie de son ouvrage, qui est vraiment, à mon sens, l'un des 2 ou 3 ouvrages, je demande à nos étudiants de nous entendre, les plus incontournables en géopolitique à lire aujourd'hui, puisqu'on s'interroge sur qu'est-ce qui fait qu'un État ou qu'une puissance naît, est en plein essor, puis décline pour ne pas dire décède. La phrase de Rousseau est magnifique. Si Sparte et Rome ont péri, 3 points de suspension. Donc en fait, il y a un passage sur l'Empire britannique, 35 à 38% des terres émergées quand même.
Et de faire remarquer aux étudiants, mais on a affaire à un État qui n'a pas de ressources en matière première, qui est assez limité en termes de démographie, et qui d'ailleurs doit son succès beaucoup plus à d'autres atouts, dont la maîtrise des mers par ailleurs. Et donc on voit bien, et là j'essaie d'en faire une synthèse la plus brève possible, que réduire la géopolitique à une simple recherche d'acquisition des matières premières, elles sont importantes, certes, mais elles sont en géopolitique un moyen, jamais un objectif en soi. Et il va y avoir d'autres éléments qu'on va pouvoir mettre en place ou retrouver grâce à l'Arctique. Vous avez évoqué la question et le mot de puissance. C'est un terme sur lequel on est déjà revenu dans les rendez-vous de la géopolitique. Il n'est pas anecdotique, parce qu'il a plusieurs dimensions, et ça va peut-être nous permettre de dépasser justement cette question des ressources matérielles. En faisant ça, on comprendra mieux justement la nuance que notre chercheuse précédente a cherché à mettre en place. Parce que finalement, en géopolitique, qu'est-ce que c'est qu'une puissance? Comment la définir? Et finalement, quelles sont ses composantes principales? Ça va m'amener peut-être déjà, et on voit bien que l'Arctique nous est utile en géopolitique finalement pour redresser un certain nombre de concepts, à faire une précision sur la notion de géographie, autour de laquelle j'ai le sentiment qu'il y a un peu trop de confusion qui circule. Parce qu'évidemment, géopolitique, géographie, notamment, j'ai envie de dire, dans les sources universitaires françaises, dans lesquelles c'est une grille de lecture qui est très appréciée, on dit la géographie est fondamentale. La phrase de Napoléon est célèbre, la politique d'un État réside dans sa géographie. Certes, mais si on la comprend bien, la géographie n'est pas la composante de la puissance. C'est un contexte dans lequel la puissance, si ce contexte est bien pris en considération, va pouvoir s'épanouir ou va pouvoir se développer. La géographie est donc à prendre en considération pour mettre en place une stratégie qui est adéquate, mais ça n'est pas une composante de puissance. Le Royaume-Uni étant une île, sera une puissance maritime, et la Russie, de par sa disposition géographique, ira forcément à la recherche de l'accès aux mers chaudes. Donc ça me paraît important parce que c'est vrai que c'est un peu une bizarrerie de ce terme. En termes d'étymologie, on a une accroche forte entre la géographie et la géopolitique, mais c'est un préalable, pas une composante. Alors les quatre composantes, on a la macroéconomie, qui d'ailleurs ne se résume pas toute seule uniquement à l'acquisition des ressources, puisque c'est le commerce, puisque c'est les échanges, puisque c'est les recherches, c'est la technologie, puisque ce sera les monnaies, enfin c'est énormément de choses. On a la démographie, dont je trouve qu'elle est, alors en particulier en Occident, c'est moins vrai maintenant, mais elle a été très souvent déconsidérée, notamment pendant les développements des crises économiques à la fin du XXe siècle, puisqu'on avait tendance à considérer qu'une population trop importante était surtout une population qui était à charge. C'est terrible comme expression, ça. Quand on pense que c'est la nouvelle génération qui arrive, à charge en termes de formation, là, ça ne peut que nous toucher tous les deux, et à charge en termes d'emploi. Donc là, on se rend bien compte en géopolitique qu'il faut totalement réinverser le paramètre. On a évidemment affaire à quelque chose de très important en termes de capacité à production, en termes de capacité à consommer, en termes de capacité à peser en prise de décision dans les instances internationales, et pour alimenter évidemment les dimensions militaires. La troisième composante est la dimension militaire. Et la quatrième composante, si vous me le permettez, est la composante qui, depuis Joseph Nye, est généralement appelée le soft power. Moi, j'avoue que je préfère, si vous me permettez en français, l'art de séduire. L'art de séduire ou l'art de convaincre ou l'art d'amener à soi. Et là, c'est d'ailleurs beaucoup moins spontanément sympathique. Quand mes étudiants me posent la question sur la Corée du Nord, je dis, vous savez, l'emprise de la Corée du Nord dans le monde est assez limitée. Car la Corée du Nord n'a pas la faculté à amener à elle. C'était pas du tout vrai de l'Union soviétique, qui portait un espoir, quoi qu'on en pense, qui portait un espoir pour des générations entières, qui portait une vision du monde, et dont elle amenait une aspiration qui permettait de se retrouver autour d'elle. Les États-Unis avec un mode de vie qui serait peut-être plus matériel, et aujourd'hui la Chine d'ailleurs qui a l'air de combiner les deux. Donc on a cette quatrième composante qui est très importante, appelons-la la soft power, sous son acronyme peut-être, ou sous sa définition anglo-saxonne, ou la capacité à amener à soi, qui me paraît plus légitime. Voilà les quatre composantes. Et ça, c'est très intéressant, parce que c'est aussi l'Arctique qui nous le rappelle, mais il reste deux dernières dynamiques qui sont particulièrement importantes, et me semble-t-il que quand on y fait attention davantage, on voit bien que l'Arctique nous les fait mieux percevoir ou nous les rappelle mieux
que si on ne passait pas par cette partie du monde. Quand vous parlez de dynamique, je pense spontanément justement au rapport qui va exister entre ces puissances. On sait, la géopolitique, c'est aussi un rapport d'équilibre et de puissance et de force entre des puissances. Là, il y a deux aspects qui me paraissent très très importants, qui non seulement il ne faut pas confondre, mais qui en plus qu'il faut conjuguer. Bon, d'abord, on a clairement, on l'a sous-entendu tout à l'heure, on va le rappeler pour les besoins de notre démonstration maintenant, on est dans un monde de tensions qui ne font qu'aller en s'accroissant. On voit bien que en géopolitique, on l'avait dit sur une séance au moment de la Covid, qui mettait bien ça en exergue aussi, on est plus dans un monde de fracturation que dans un monde de globalisation, et qu'il y a des divisions politiques qui sont très importantes. On a cité les pays, ça me paraît important. Mais je viens tout de suite sur la deuxième dynamique, si vous me permettez, parce que elle me paraît beaucoup plus importante, et elle est moins évidente, parce qu'on est dedans. On est dans une situation de transition en géopolitique. Et c'est totalement déstabilisant. Parce que qui dit situation de transition dit perte de repères, et dit non-acquisition encore actuelle de nouveaux repères. De quoi est-on en train de parler? Le monde géopolitique est totalement en train de changer. On voit bien, si on s'inscrit dans un temps un peu plus long, que depuis les réformes de Deng Xiaoping en Chine, la Chine est redevenue une grande puissance géopolitique, d'où l'intérêt d'avoir expliqué les composantes précédemment, avec toutes ces composantes, ce qui est nouveau. Car pendant très longtemps, surtout au 19e et au 20e siècle, les principales puissances étaient d'ordre occidental. Ensuite, on a, depuis avril 2023, l'Inde qui est devenue la première puissance démographique. Et on a des États-Unis qui continuent dans notre imaginaire à être une grande puissance, mais dont on oublie trop souvent que la nature de la puissance a évolué. Car les États-Unis, en 1945, c'est 49% de la production industrielle mondiale et 75% du commerce international, alors qu'au début du XXIe siècle, c'est 49% de la production militaire mondiale et qu'aujourd'hui, c'est encore 39% de la production militaire mondiale. Ce qui laisse à penser que les États-Unis sont en train de glisser d'une puissance économique et industrielle à une puissance militaire. Que de changements. Donc on se retrouve là dans une période de transition qui est d'autant plus déstabilisante qu'en plus, elle est nourrie par une phase de tension. Donc me semble-t-il, l'Arctique est beaucoup plus que simplement une terre d'enjeux géopolitiques. L'Arctique, c'est un reflet. Et c'est un reflet, naturellement, on serait tenté, nous aussi, de commencer à mettre en place des images, un reflet dont la réverbération, parce que similaire à la lumière qui vient frapper la glace du pôle, est tout simplement éblouissante. C'est surtout le reflet d'un monde dans lequel les tensions sont telles que la géopolitique s'immisce partout, et surtout d'un monde dans lequel la géopolitique domine toutes les autres logiques ou surplombe toutes les autres logiques. Bien, Fabrice, je vous propose de nous arrêter sur cette image conclusive. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous voici donc arrivés au terme de ce nouveau numéro des Rendez-vous de la géopolitique. Merci à toutes, merci à tous de nous avoir suivis.